C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à cette question bien précise, Mehine, il faut déjà, avant de répondre à ce genre de questions, te replonger dans l'histoire de l'Arabie et les normes et les us et coutumes de l'Arabie. C'est-à-dire qu'il est très difficile aujourd'hui, avec les lunettes du XXe siècle, d'analyser les différences qui existent entre les sociétés, les cultures, surtout d'une manière assez transversale à travers l'histoire. C'est un peu comme si on parle du concept du mariage et tu dis voilà le mariage en islam et tu me parles du mariage en islam avec les lunettes de toi, c'est-à-dire en l'occurrence une personne qui vit en France au XXe siècle, à Paris ou ailleurs, ou à Bordeaux ou ailleurs, et tu transposes les textes islamiques qui ont été énoncés au VIIe siècle, et tu fais un mélange de concepts en faisant fi je dirais, de la signification même de l'histoire, de l'évolution du mot et du concept du mariage, par exemple. Tu vois, c'est-à-dire que la manière, l'idée même du mariage n'était pas du tout la même au VIIe siècle, dans la société arabe du VIIe siècle, que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et donc, c'est tout le problème de traduire en langage actuel des concepts qui sont tout à fait, comment dirais-je, tout à fait autres dans une autre culture à une autre époque. Alors, la question de l'âge moyen du mariage, on sait que c'est quelque chose qui a évolué et avec le temps et dans des zones géographiques. Par exemple, encore aujourd'hui, si tu remontes dans certains villages, dans certains pays tels que l'Inde et autres, l'âge moyen du mariage, il est tout autre que l'âge moyen du mariage de quelqu'un qui vit au milieu de la France, au milieu de l'Europe. Si l'âge moyen du mariage en Europe, il est de 29 ans, l'âge moyen du mariage encore aujourd'hui dans les grandes villes, dans les sociétés traditionnelles, il est de 21 ou 22 ans. Et si tu vas encore plus loin dans les villages, et on parle encore d'aujourd'hui, cet âge peut descendre à 18 ans. Bon. Donc déjà, on a, si tu veux, ici, une méconnaissance de l'ensemble de ces données factuelles qui peuvent se vérifier aujourd'hui. Maintenant, si tu remontes à travers l'histoire et tu réfléchis un tout petit peu à l'âge moyen du mariage et la manière dont il a évolué, tu verras que tes propres grands-parents, par exemple, si tu viens de l'Afrique du Nord ou du sous-continent indien, tes propres grands-parents ou arrière-grands-parents se sont mariés aux alentours de l'âge de 15 ans. Tu vois, c'était entre 15 et 17 ans. Bon. Maintenant, biologiquement parlant, à partir de quel moment un être humain est-il en âge de procréer? Puisqu'en fait, tu as pas mal de cultures qui ont calqué l'âge moyen du mariage au concept utile même de la procréation. C'est-à-dire qu'il y avait un lien entre la procréation et le mariage. Et ce lien a existé dans toutes les sociétés traditionnelles, que ce soit dans le Moyen-Âge ou avant. Donc, l'idée même du mariage était consubstantielle à l'idée même de la procréation. Maintenant, biologiquement parlant, à quel âge une femme est-elle apte à donner naissance? Et voilà, à partir du moment où elle a ses menstrues. Bon. Et l'âge moyen à laquelle une femme a ses menstrues a aussi évolué à travers l'histoire. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que dans certaines régions, comme au Yémen et ailleurs, surtout dans l'Arabie et la péninsule arabique, c'est aux alentours de 9, 10, 11 ans que les filles commencent à avoir leurs menstrues. Tu vois, historiquement parlant, cet âge a évolué. Bon. Maintenant, déjà, il y a des divergences d'opinion entre les différents savants et les écoles juridiques et théologiques sur l'âge de la consommation de ce mariage. Parce qu'il faut bien comprendre que l'idée même de l'union à l'époque, l'union en tout cas entre deux personnes, était surtout des alliances tribales. Il y avait beaucoup de mariages, entre guillemets, qui étaient essentiellement des alliances tribales. Alors, pas toutes, évidemment. Par exemple, le mariage de Khadija avec le prophète n'était pas une alliance tribale. Tu vois, celle du prophète avec Aïcha était une alliance familiale. C'était entre lui et la famille d'Abou Bakr. Donc, l'idée même, mais par contre, la norme était le mariage dans un objectif qui était de former une alliance, tu vois, qu'elle soit familiale ou tribale. Alors, est-ce que à cette époque-là, les gens, par exemple, se mariaient sans consommer le mariage? Oui, factuellement, c'est arrivé. C'est-à-dire que le mariage n'était pas nécessairement lié à l'affection, l'amour et la sexualité qui vont entre les deux personnes. Les gens pouvaient se marier pour toute autre raison que cela. Et d'ailleurs, ce n'était pas seulement dans cette société. Si tu remontes, par exemple, dans la société française à l'époque de Louis XV, de Louis XVI, les sociétés aristocratiques, les gens ne se mariaient pas nécessairement dans un objectif de jouir de l'un et de l'autre. Tu vois, il y avait encore une fois cette idée de l'alliance. Il y avait d'autres fonctions
que la fonction du mariage. Alors, je ne vais pas commencer à rentrer ici avec toi dans l'évolution de la signification du concept de couple et du mariage à travers l'histoire. Tout ce que je peux te dire, c'est que l'époque de l'Arabie du 7e siècle, l'âge moyen du mariage était beaucoup plus bas que ce qu'on a aujourd'hui. On était peut-être aux alentours, en fonction des historiens, on était aux alentours de 14-15 ans pour ceux qui en avaient les moyens, parce que c'était essentiellement ça. L'idée, c'était que l'accès au mariage était essentiellement un privilège pour les gens libres. Or, il y avait beaucoup d'esclaves déjà à l'époque, tu vois. C'était pas quelque chose qui était naturel de se marier, tu vois. Il fallait avoir les moyens. C'est pour ça que tu as de nombreux versets coraniques qui ont attrait à cette question de subsistance, de pouvoir subsister, de pouvoir donner, en fait, si tu veux, une subsistance à ta famille. Et donc, l'idée même du mariage était liée à ta possibilité. C'était pas juste lié à ton désir, tu vois. Donc, il y a toute cette question qu'il faut prendre en considération lorsque tu abordes la question du mariage du prophète avec Aïcha. Déjà qu'il y a une divergence entre l'ensemble des savants sur la question de la consommation. Il n'y a pas unanimité sur cette question, tu vois. Mais tu ne dois pas être choqué en analysant en fait des us et coutumes d'une époque donnée avec les lucarnes de quelqu'un qui vit aujourd'hui avec d'autres coutumes, tu vois. Oui, mais encore une fois, c'est parce que le discours qui a pour but de détruire, entre guillemets, ou de s'attaquer à l'islam, en tout cas le discours islamophobe, on peut véritablement appeler le discours islamophobe, utilise certains textes qui existent dans la tradition islamique, mais par contre, elle va omettre de les recontextualiser, elle va omettre de les intégrer dans une vision holistique de l'islam, et donc elle va essayer, tels les wahhabites et les salafistes obtus, elle va essayer d'isoler les textes et les récits en les faisant passer comme étant l'essence même de ce que représente la religion. Par exemple, ils vont te citer un texte, voilà, je vais te prendre un verset coranique. Les chrétiens et les juifs, tuez-les là où vous les trouvez. Tuez-les là où vous les trouvez. On va prendre un verset coranique. Et ce verset coranique, on va le citer. Daesh fait la même chose. Daesh fait la même chose. Tu isoles un verset coranique, tu l'amputes de son contexte et tu l'ériges comme étant l'essence même de l'action qui va motiver ton acte qui va suivre ou alors ton idée. Là, par contre, les littéralistes et les islamophobes prennent en considération, en fait, utilisent la même méthode que moi j'appelle en fait la méthode de la pêche au canard. Tu connais le jeu de la pêche au canard, les enfants. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Ils balancent leur canne et ils prennent un canard. Et une fois qu'ils ont fait en fait, ils sélectionnent comme cela les textes à géométrie variable et ils vont dire ce qu'ils ont envie de dire pour arriver à leur but. Mais tu ne peux pas approcher la religion de cette manière-là. La religion tu peux l'approcher d'une manière phénoménologique et d'une manière holistique. C'est-à-dire que la religion est un ensemble de récits qui, on va dire, parle d'une métaphysique et qui éventuellement, parce que le contexte historique était ce qu'il était, devait gérer des réalités concrètes et de certains événements qui se produisaient et qu'il fallait gérer d'une manière pratique. Si toi, à un moment donné, tu commences à prendre tous ces textes et tu les pêches comme tu le souhaites, et tu dis, voilà, ce texte existe, donc l'islam dit ça, ou Dieu dit ça, ou le prophète dit cela, ben, tu es de mauvaise foi. Parce que tu nies le fait, premièrement, que ces textes ont été révélés sur un espace de 23 années, que dans ces textes, tu as des textes à caractère métaphysique, tu as des textes à caractère spirituel, tu as des textes à caractère éthique, et tu as des textes à caractère social. C'est-à-dire que des textes qui, on va dire, gèrent la vie en société de cette époque bien particulière et de ces gens en particulier. Et donc, quand toi, tu viens et tu ne fais pas la distinction de niveau de lecture entre l'ensemble de ces éléments, et que tu cites un texte, et qu'ensuite tu lis ce texte à la religion que tu cherches à vouloir démolir, bah, tu ne fais pas vraiment ni grâce à l'intellect, ni grâce à l'histoire, et tu es de mauvaise foi. Parce que si tu utilises la même méthodologie par rapport au christianisme, au judaïsme, tu arriveras au même genre de conclusion, en fait. Tu vois. Donc, un texte religieux, oui. Ah, mais toi, aujourd'hui, si tu vas aujourd'hui au Yémen, par exemple, dans un pays au Moyen-Orient, l'âge moyen du mariage, il est de 14 ans. Tu vois, tu as le droit de te marier à 14 ans, tu vois. Mais ce que tu dois faire, c'est que tu es obligé de suivre la loi
des pays en question. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, en France, l'âge minimum du mariage est de 18 ans, ben, tu peux pas te marier en dessous de 18 ans. Parce que il faut bien comprendre que aujourd'hui, il n'existe plus de zone qui n'est plus régie par une loi civile d'un État. Ça n'existe plus. Donc, quand à un moment donné, tu es dans un pays, que tu sois au Pakistan, en Inde, en Iran, en France ou en Allemagne ou ailleurs, tu te plies aux lois du pays qui institue l'âge minimum du mariage. Tu vois, c'est la loi qui est maintenant le dicte. Mais en tant que tel, si on s'appuie sur la pure biologie, il y a aucun, comment dirais-je, il y a rien qui le justifie. Par exemple, l'acte sexuel en tant que tel, aujourd'hui, si deux jeunes de 14 ans ou de 13 ans en France veulent avoir un rapport sexuel, ils ont le droit. Il n'y a personne qui l'empêche. Si deux mineurs ont envie d'avoir des rapports sexuels, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'empêche? Tu vois? Alors, c'est qu'il y a une distinction ici entre l'institution même du mariage, qui est la reconnaissance par la loi de l'union, et l'acte sexuel. Or, en islam, cette distinction n'existait pas. C'est-à-dire qu'en islam, l'acte sexuel, pour qu'il soit, et pour qu'il soit valide, il devait être enregistré par la présence éventuelle de témoins ou de la proclamation de l'acte. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'il y a toute une série de confusions. Tu vois? C'est-à-dire que toi, tu viens aujourd'hui, tu parles de mariage. Tu vois? L'âge minimum du mariage, il est de 18 ans. Mais par contre, tu ne me parles pas de l'âge minimum de l'acte sexuel. En Europe, par exemple, en Suède, ou en Belgique, ou en France, l'âge minimum de l'acte sexuel, bon, c'est deux mineurs qui ont des rapports sexuels entre eux, ben, c'est pas illégal, tu vois. C'est l'âge minimum de la reconnaissance légale de l'acte qui est, on va dire, fixé à 18 ans. Mais en islam, et dans la tradition islamique, les deux ne se distinguent pas. Il n'y a pas, si tu veux, un acte sexuel qui est en dehors du cadre de la reconnaissance je dirais, de l'union entre deux personnes. Tu vois, de ce que nous, on appelle faussement mariage, dans une mauvaise traduction d'ailleurs du mot, puisqu'en islam, le concept même mariage n'a pas la même signification que le mot mariage qu'on utilise en langue française. C'est pas la même chose. Tu vois, en islam, le concept mariage, c'est une validation et une reconnaissance de la possibilité entre deux personnes d'interagir entre elles. Point. Tu vois, interagir entre elles dans la manière dont elles le désirent, dans ce qu'elles mettent elles-mêmes dans un contrat. Et donc, c'est tout à fait différent. On parle d'autre chose. Le mot n'est même pas bon, tu vois. Mais on n'a pas de mot français pour traduire le mariage islamique. Donc, on le traduit par mariage, parce que c'est la chose la plus proche, tu vois. Juste pour te dire qu'en fait, si tu veux, pour ta question, c'est important d'avoir une profondeur historique, d'étudier les différentes sociétés et de comprendre que dans les cultures et les époques différentes, ces choses-là se produisaient d'une manière différente, tu vois. Ah, étant donné que je ne suis pas dans cette perspective de rentrer dans ces considérations-là, je dis tout simplement, voilà, factuellement parlant, on n'est pas dans des théories, factuellement parlant, l'âge moyen du mariage a évolué. L'âge moyen de l'acte sexuel, aujourd'hui, il a évolué. Aujourd'hui, tu as des gens qui ont des rapports sexuels entre eux à partir de 12 ans même, 12, 13 ans. À 11 ans, 11, 12, 13 ans, les jeunes aujourd'hui en France et en Europe, ils ont des rapports sexuels entre eux, par exemple. Tu vois? Et si aujourd'hui, encore une fois, tu traverses l'histoire même de l'évolution de la manière dont les gens s'accouplaient entre eux, tu verras que l'âge moyen du mariage a évolué dans tous les sens. Tu vois? Moi, je suis pas du tout en train de dire que cet événement s'est produit à l'âge de 8 ans, parce que je ne suis pas un historien et je n'ai pas, si tu veux, assez de compétences historiques pour juger de la validité de un récit ou l'autre. Mais ce n'est pas impossible que cet événement a pu se produire à 8 ans, tu vois. Mais par contre, on n'a pas d'éléments qui nous prouvent qu'il y a eu acte sexuel, tu vois. Parce qu'encore une fois, factuellement parlant, historiquement parlant, le concept même du mariage dans l'Arabie du 7e siècle pouvait se faire pour une multitude de raisons diverses qui n'étaient pas nécessairement la consommation de l'acte sexuel en tant que tel. Tu vois, donc le fait qu'à un moment donné une personne puisse se marier à 9 ans sans consommer l'acte sexuel uniquement pour unir sa famille à celle de Abu Bakr, tu vois, et, et donc on peut tout à fait le concevoir. C'est pas quelque chose qui est complètement loufoque comme théorie, mais est-ce qu'on a un élément qui nous indique que
je dirais, cette union a été consommée sexuellement. On n'a pas ça, tu vois, on ne sait pas. Et on sait par contre qu'il y avait beaucoup d'unions dans lesquelles il n'y avait même pas de sexualité entre les partenaires. Donc, tu vois, c'est important de prendre en considération tous ces éléments pour pas tomber, en fait, si tu veux, dans un discours binaire et simpliste, tu vois.